Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de recevoir Nadine Berthelier, conservateur en chef du patrimoine et secrétaire de l'association Les Châteaux d'eau de France. Nous la remercions vivement d'avoir accepté notre invitation pour cette conférence « Les géants silencieux, redécouvrir les châteaux d'eau du Val d'Oise ». Cette conférence s'inscrit dans le cycle de conférences Histoire croisée en Val d'Oise, organisé conjointement par la Direction des archives départementales et le service départemental d'archéologie du Val d'Oise. Donc je rappelle que cette conférence est filmée. Vous pourrez la retrouver prochainement sur notre page YouTube, tout comme l'ensemble des conférences du cycle. Je laisse donc la parole à Madame Berthelier et je vous souhaite une excellente conférence. Alors on va déjà voir si tout fonctionne, si on m'entend bien. Parfait. Alors, en tout premier lieu, je dois vous présenter les excuses de Eudajo, qui est le président de notre association, qui devait être présent. Mais il est actuellement en train de pouponner à quelques milliers de kilomètres de là. Naissance qui n'était pas prévue lorsque l'engagement a été pris par l'association de faire cette conférence. Il faudra vous contenter de moi. Voilà. Donc, je vais vous, en introduction, un petit peu en apéritif, vous passer, si j'arrive à ne pas me tromper dans les boutons, une petite animation relative au château d'eau. Connaissez-vous les châteaux d'eau? Structures impressionnantes aux formes variées, les châteaux d'eau sont partout de véritables points de référence dans le paysage français. On en aperçoit tous aux alentours des villes et au détour des chemins. On en compte aujourd'hui environ 16 000 sur le territoire. Champignons de béton des villes et des campagnes, il en existe de toutes sortes, du classique bouchon de champagne à la chanterelle, en passant par le sablier et autres formes sphéroïdales. Leur histoire remonte au moins à l'Antiquité, où les Romains érigeaient aqueducs, fontaines et réservoirs. Toutes ces constructions servaient à stocker et acheminer l'eau potable à travers les cités. Avec la chute de l'Empire romain, ces systèmes sont peu à peu tombés en ruine et ont fini par disparaître. C'est au XIXe siècle que les châteaux d'eau connaissent une vraie renaissance. Les locomotives gourmandes en eau génèrent une forte demande, laquelle augmente avec la révolution industrielle et l'arrivée massive des populations en zones urbaines. D'accord, mais comment ça fonctionne? Assez simplement, en fait. Un château d'eau se compose d'une cuve qui va servir de réservoir pour l'eau, d'une pompe et de 2 canaux principaux. La conduite d'amenée d'eau et la conduite de distribution. Attention, ce n'est pas l'eau de pluie qui remplit la cuve, elle provient des nappes en sous-sol. La pompe permet d'envoyer l'eau à la cuve pour la stocker. Pour ce qui est de la distribution, elle s'effectue par la simple gravité. Plutôt ingénieux, non? Ok, et qu'est-ce qu'ils deviennent maintenant ces petits bijoux d'architecture? Certains témoignent de prouesses techniques et architecturales tellement impressionnantes qu'on parle de chefs-d'œuvre d'architecture. On peut citer par exemple ceux de Rennes, Valence ou Saint-Quentin. Une partie comme ceux de Houdan ou de Célestat sont classés monuments historiques. Pour les autres, lorsqu'ils n'ont plus d'usage, ils sont bien souvent laissés à l'abandon. Au fur et à mesure que la végétation les recouvre, ils deviennent une part du paysage au point qu'on ne les remarque plus. Ils peuvent aussi être tout simplement démolis. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsqu'ils sont réemployés pour autre chose. Certains situés à la Courneuve sont transformés en immeubles d'habitation. Parfois, comme à Palavas-les-Flots, ils deviennent des espaces de bureaux surmontés d'un restaurant panoramique. Enfin, même abandonné, un château d'eau peut servir de refuge à certains animaux et devenir un véritable écosystème à part entière. L'association Les Châteaux d'eau de France participe à leur recensement. En alimentant une vaste base de données, elle collecte photos et documents pour enrichir les connaissances sur ces chefs-d'œuvre du territoire. Son objectif ? Favoriser la conservation, la protection et la valorisation des châteaux d'eau pour qu'ils continuent à faire partie de notre patrimoine vivant. Le château d'eau est un marqueur de notre passé, mais aussi du temps long. Ancré dans le paysage, il raconte toujours une part de notre histoire.
Voilà, je dirais, vous savez tout sur les châteaux d'eau. Petite chose que nous allons diluer naturellement un petit peu. Alors, j'espère tout d'abord que vous n'avez pas l'impression de repartir avec une parfaite connaissance de l'histoire des châteaux d'eau du Val d'Oise. Tout simplement parce que les châteaux d'eau n'ont pas d'histoire. Un château d'eau, ça n'est pas un château. Un château, ça va raconter une partie de la grande histoire de France. Un château d'eau, ça ne raconte que son petit territoire et encore avec beaucoup de discrétion, beaucoup de modestie. Donc les châteaux d'eau que l'on va trouver dans le Val d'Oise, ce sont des châteaux d'eau que l'on va trouver un petit peu partout. Et s'ils ne se raccrochent pas à la grande histoire de France, ils vont raconter une partie du terroir du Val d'Oise et plus largement de nos anciennes provinces, mais avec toujours beaucoup de discrétion. Je suis très étonnée et ravie que vous soyez si nombreux parce que généralement, le château d'eau, ça reste quand même quelque chose qu'on ne voit pas. Et s'y intéresser a pu parfois, pour les membres de notre association, prêter à quelques moqueries. Mais j'espère qu'à l'issue de cette conférence, vous aurez à cœur, vous aussi, d'enrichir les connaissances sur les châteaux d'eau et de les regarder, de les voir, parce que peut-être que vous ne les voyez plus non plus. Donc, cette conférence donc vous est proposée, comme on vous l'a dit, par les archives, le service archéologique et par l'association Les Châteaux d'eau de France que je représente. Alors, nous allons être extrêmement simples, nous allons parler des châteaux d'eau d'hier, pour passer bien sûr ensuite aux châteaux d'eau d'aujourd'hui et aux promesses pour demain, pour les châteaux d'eau de demain. Alors, comme je vous le disais, ils passent complètement inaperçus dans le paysage, mais ils avancent en parallèle des progrès humains, avec discrétion, mais en parallèle des progrès humains. Et à certaines occasions, ils ont même été un petit peu des espèces de prototypes de certaines inventions, comme nous allons pouvoir le voir. Alors, le château d'eau, c'est souvent un petit peu sous cette forme que l'on voit. Bon, j'avoue que dans notre répertoire de château d'eau, lorsqu'on nous demande une image, celle-ci est très souvent plébiscitée. Château d'eau, nous verrons pourquoi château d'eau un petit peu plus tard. Alors, le fonctionnement d'un château d'eau, vous l'avez vu tout à l'heure. Il y a de l'eau qui monte dans la cuve, de l'eau qui redescend quand on en a besoin en utilisant la gravité naturelle, puis un petit tuyau supplémentaire qui permet d'évacuer les jours où, car ça arrive, il y a beaucoup trop d'eau. Voilà, alors certains exemples, dans la mesure du possible, je prends des exemples dans le Val d'Oise, mais pour beaucoup d'autres exemples, ils sont pris ailleurs, puisque le château d'eau est, je dirais pas universel, mais on les trouve quand même un peu partout. Alors, l'eau, elle est dans la nappe phréatique, puisque très souvent, on va chercher l'eau dans la nappe phréatique. Mais une fois qu'on a mis le tuyau dans la nappe phréatique, il faut faire remonter l'eau jusque dans la cuve. Parce que dans un château d'eau, c'est la cuve qui est pleine d'eau. En dessous, le pied, ça ne sert qu'à soutenir. Parce que, voilà, c'est souvent une question qu'on nous pose. Non, sous la cuve, rien du tout. Ça permet de surélever encore un peu plus pour que la gravitation soit encore un peu plus forte. Alors, pour faire monter l'eau jusque dans la cuve, je dirais dans les temps anciens, au 19e siècle du château d'eau, on installait des éoliennes. C'était souvent la maison de beauté qui fabriquait ces éoliennes. Alors vous pouvez voir l'énorme chose qui est posée sur le château d'eau, avec tous les inconvénients qu'il peut avoir. Alors lorsqu'il y a beaucoup de vent, c'est parfait, ça remonte très vite, mais ça finit par s'emballer un peu. Ça se casse, c'est extrêmement fragile, extrêmement encombrant. Donc avec l'arrivée de l'électricité, on va très vite passer au moteur électrique. Bon, celui-ci, comme vous pouvez le voir, est dans le, comment dirais-je, dans le Puy-de-Dôme. Mais vous en aviez un aussi, parce que je pense qu'il ne doit plus y être, à Mareil en France, qui avait aussi une éolienne postée. Alors, vous voyez, parfois l'éolienne est largement le volume du château d'eau lui-même. Alors, un petit historique sur l'origine des châteaux d'eau. Parce que nous avons le privilège en France d'être le seul pays d'Europe, et aux États-Unis c'est pareil, à appeler un château d'eau un château d'eau, alors que tous les autres pays appellent leurs réserves d'eau des tours d'eau.
Donc, alors, mis à part en français et en breton qui a copié le français, un château d'eau, c'est français, les autres sont des tours d'eau. Simplement parce que on a gardé, traduit directement le système gallo-romain. Vous voyez un bassin qui recueillait l'eau des sources et des aqueducs autour, pour aller ensuite, c'est les petits trous que vous avez devant, les distribuer dans les différentes canalisations et alimenter les villes, les thermes, etc. Donc, du terme castellum divisorium, nous n'avons gardé que le mot castellum et château d'eau. Voilà. Alors, très curieusement, par exemple, en Italie, où on est vraiment, je dirais, au cœur de la langue latine, ils sont aussi des tours d'eau et non pas des châteaux d'eau. Alors, soyons fiers d'avoir des châteaux d'eau. Alors, comme on l'a dit, comme on vous l'a dit dans la petite animation du démarrage, avec la chute de l'Empire romain, toutes les structures commencent à partir en petits morceaux, y compris le Castellum Divisorium là, en question. Et en fait, on va se débrouiller, on va survivre avec des petits réservoirs jusqu'au 19e siècle où le château d'eau va renaître de ses cendres, différent de celui des Romains, mais il va quand même renaître. Alors, au 19e siècle, le château d'eau, et c'est important, il va accompagner tous les mouvements sociétaux, tout ce qui peut se passer dans la société. Avec l'exode rural, les villes vont se repeupler ou se surpeupler et il va y avoir un besoin d'eau beaucoup plus grand. Hein, la fontaine ou le puits vont être largement insuffisants. Ensuite, au 19e, il y a un grand mouvement qui est un grand mouvement hygiéniste qui montre que l'eau, ça a une fonction d'hygiène extrêmement importante et là aussi une demande redoublée d'eau. Alors, je vous ai mis à Beson un établissement thermal. Bon, celui-là est un petit peu tardif, mais très rapidement, alors je ne sais pas où vous étiez lorsque vous étiez petit, comme moi, mais chez moi, vers chez moi, dans ma ville de banlieue, il y avait des bains-douches lesquels on allait le dimanche parce que voilà, c'était comme ça, on était sur les suites de cet hygiénisme qui s'était mis en place au 19e siècle. Donc voici les bains-douches de Beson. Mais les châteaux d'eau vont surtout commencer à envahir le territoire à cause ou grâce à la SNCF, grâce au train. La SNCF, c'est plus tardif. Parce que je vais jouer à la palisse, les trains, ce sont des trains à vapeur et pour faire fonctionner, il y a besoin d'eau. Voilà. Donc, on a dans toutes les gares que nous connaissons avaient à un moment ou un autre de toute façon leur château d'eau. Donc celui-ci est dans le Cher. Celui-ci donc à Dives-sur-Mer. Alors très souvent les châteaux d'eau en lien avec les trains. Vous avez une cuve en pierre ou en brique en fonction des régions françaises où on se trouve et une cuve en métal au-dessus qui souvent était cerclée de bois pour isoler un petit peu plus. Alors dans votre département, donc la gare de Hermont-Aubonne, où vous voyez sur la droite un tube qui dépasse, c'est donc le château d'eau de la gare. Ah là, il faut faire preuve un peu d'imagination. Sur la gauche, le long de la ligne de chemin de fer, vous avez le château d'eau aussi. Parce que voilà une carte de l'évolution du chemin de fer sur la France. Hein. Première ligne, premier chemin de fer en 1846. Donc ils sont 5-6 stations à se battre en duel. À la fin de l'année 1846, on a déjà bien augmenté le nombre de gares et donc de lignes de chemin de fer. 10 ans plus tard, on commence à être bien couvert et 30 ans plus tard, 1875, la France commence à avoir son profil de train tel qu'on a pu le connaître dans les grandes heures. Quand vous imaginez que pour une locomotive, il faut faire à peu près 100 km pour avoir besoin d'un deuxième château d'eau, vous imaginez le nombre de châteaux d'eau qu'il devait y avoir le long des lignes de chemin de fer. Alors, les châteaux d'eau,
en lien avec le chemin de fer, les châteaux d'eau en lien avec l'hygiène, etc. Mais ils ont été utilisés aussi à donner une certaine autonomie à des structures. Le sanatorium. Les sanatoriums nécessitent beaucoup d'eau. Et avoir de l'eau de façon autonome était extrêmement important pour eux. Donc celui-ci est le sanatorium de Villepinte en Seine-Saint-Denis. Il est intéressant, pas forcément, il y a deux châteaux d'eau, mais bon, vu les nécessités en eux du sanatorium, ça n'est pas étonnant. Mais surtout, si vous regardez la légende, qui est malheureusement un peu coupée, promenade à l'ombre des tours d'eau. Et c'est un des rares cas où le château d'eau s'appelle une tour d'eau. Alors, vous avez à Incourt, vous aviez à Incourt un sanatorium. Je ne sais pas si le château d'eau existe toujours, si je pense, mais le sanatorium, non, bien sûr. Vous aviez aussi des usines qui s'équipaient avec des châteaux d'eau pour avoir une certaine autonomie et surtout ne jamais manquer d'eau, ne jamais dépendre d'un château d'eau général de la ville. Pour des usines, par exemple, comme des usines de fabrication de papier où on a besoin beaucoup d'eau, ou des usines à risque où il y avait des incendies qui risquaient de se déclarer, avoir un château d'eau de façon autonome était extrêmement pratique. Alors bien, voici celle d'Argenteuil, donc le magnifique château d'eau d'Argenteuil. Alors vous n'avez pas, vous, de casernement aussi important qu'on peut en avoir dans certaines autres régions. Là, nous sommes dans le Puy-de-Dôme, où vous avez les châteaux d'eau jumeaux du casernement de Bourg-Lastic. Alors, on est dans le Puy-de-Dôme, il fait très froid, donc des châteaux d'eau qui ne sont pas trop hauts, toujours la base en pierre et le dessus en métal entouré de bois. Il faut dire qu'au démarrage, les cuves étaient essentiellement en métal. C'était la seule chose que l'on avait trouvé d'étanche pour conserver l'eau assez longtemps. Un certain nombre d'écoles, dont les écoles d'horticulture, qui avait besoin de beaucoup d'eau. Donc on voit que celui-là commence à être envahi. Alors je ne sais pas si la végétation dessus c'est pour faire de la publicité à l'école ou si il était gentiment laissé comme ça. Alors certaines créations font de l'humour noir. On est devant le centre pénitentiaire de Fresnes. Et ce que vous voyez à droite, ce sont des châteaux d'eau déguisés en châteaux forts. Voilà, on est dans une prison. Voilà, on va montrer la force de l'État dans cette histoire-là. Certaines fermes, lorsque c'était possible aussi, se faisaient installer des châteaux d'eau. Voilà donc la ferme des Anvilles. Alors, je ne sais pas si la ferme a toujours son château d'eau. Alors il y a celui des Noues. Alors là, je vous demande d'être très très attentif. À droite, vous avez tout au fond, au-dessus de la petite maison qui nous regarde à droite, vous avez un petit château d'eau qui a une forme bien particulière. Il est sur des petits pylônes ajourés et tout en haut là-bas, donc il a son petit château d'eau pour la ferme, uniquement pour la ferme. Vous allez avoir aussi des châteaux d'eau qui vont être construits par des particuliers. Des particuliers souvent fortunés qui veulent avoir leur petit château d'eau pour être autonomes, et ils en profitent pour donner un style, voilà ici style néo-gothique, et comme c'est un particulier, il n'a pas besoin d'une énorme pression pour avoir de l'eau chez lui, donc l'eau est dans la partie basse du château d'eau. Et en haut, c'est une pièce de plaisance où les gens vont pouvoir aller se promener, lire ou ne rien faire. Alors, on va voir, donc on a vu qu'avec les châteaux d'eau, il va y avoir énormément avec les chemins de fer, il va y avoir énormément de châteaux d'eau qui vont s'implanter un petit peu partout. Mais il n'y a pas que pour les chemins de fer, comme nous le disions, certains vont s'implanter parce qu'il y a besoin d'eau dans les villes. Alors, le choix de la localisation du château d'eau est purement technique. Plus il est haut dans la ville, et plus, quand on aura réussi à remplir la cuve, avec la gravité, il va pouvoir aller alimenter la ville et toutes les structures que l'on souhaite. Alors,
ça a donné parfois lieu à des situations, je dirais pas rocambolesques, mais étranges. J'ai le souvenir d'avoir, quand je faisais une prospection sur l'Eure-et-Loir, d'avoir trouvé un village où le point le plus haut se situait à, allez, on va dire 10 mètres de la mairie. Donc il y avait la mairie, 10 mètres de libre, et puis un château d'eau en plein milieu du village. Bon, l'esthétique à l'époque, c'était pas forcément la priorité, on était pratique avant d'être autre chose. Et puis, là, je vous donne l'exemple de Neufchâteau, dans les Vosges. Vous avez là, devant vous donc l'église Saint-Nicolas qui est sur un tertre. Neufchâteau, c'est sur une butte. Et de l'autre côté, vous avez une tour médiévale. Alors la tour médiévale, c'est bien sûr le château d'eau, sinon il ne serait pas sur le diaporama. C'est une histoire assez singulière. Les habitants ont fait une pétition parce que c'est plus possible, ils étaient trop nombreux, il n'y avait plus assez d'eau aux fontaines, donc il fallait un château d'eau. La mairie s'est donc exécutée, elle a acheté un terrain pour construire le château d'eau, mais le vendeur du château d'eau a exigé pour vendre son terrain qu'on lui assure que le château d'eau ressemblerait à une tour de château, ce qui fut fait. Alors, à chaque élection municipale, on se retrouve avec le village scindé en deux. Ceux qui veulent détruire le château d'eau parce que, à côté de l'église Saint-Nicolas, ils trouvent ça très très laid et très équivoque parce que les gens pensent qu'il y a les vestiges d'un véritable château. Et puis, vous avez les tenants du si, ça fait partie de l'histoire, il est là depuis la dernière guerre, donc on va le conserver. Donc j'imagine qu'en ce moment, à Neufchâteau, la même histoire se reproduit. Que fait-on du château d'eau? Alors, je ne vous dis pas que... Bon, jusque-là, il a échappé. Le maire n'a jamais su se positionner sur une décision concernant ce château d'eau. Donc je pense que on va continuer l'aventure. Alors, pour la façon dont les choses se passaient au niveau des constructions, jusqu'en 1943, il n'y avait pas besoin de permis de construire pour construire un château d'eau et plein d'autres choses. Le permis de construire n'existait pas trop. Aussi, lorsque très souvent une ville, plus souvent une ville avait besoin d'un château d'eau, elle allait prendre la personne qui techniquement était la plus compétente et qui n'était généralement pas l'architecte. Donc j'ai trouvé que cette petite affichette était particulièrement intéressante. C'est une plaque qui est inscrite sur un château fort et vous pourrez, si vous regardez de temps à autre, en trouver aussi. C'est libellé de la sorte. Cet ouvrage a été construit en 1934 par les établissements Christiani Nielsen avec la collaboration de Raymond Roux du Fort architecte sous la direction de Roland ingénieur voyer, le docteur Olivier étant maire. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait l'histoire inverse, c'est-à-dire que le docteur Olivier étant maire aurait construit. Il y aurait peut-être une petite note pour l'architecte qui était l'auteur, mais on n'aurait surtout pas entendu parler de l'ingénieur voyer qui, lui, a très rarement droit voix au chapitre. Et les constructeurs, c'est-à-dire les établissements Christiani et Nielsen, auraient peut-être eu le droit de mettre une plaque derrière le château d'eau, mais ne se seraient de toute façon pas trouvés comme ça mis en valeur. Alors, à l'entre-deux-guerres, donc l'entre-deux-guerres, c'est vraiment l'âge d'or des châteaux d'eau et des créations. Ça va correspondre à l'application de découvertes que l'on a faites avec le ciment, le béton, avec pas mal de choses. Et on peut arriver, parce que ceci est un château d'eau, à des choses assez surprenantes. Un château d'eau en béton armé. Donc celui-ci est à Pontorson, dans ce style bien connu de Jean-Napoléon III, en fausses branches de ciment. Alors, on doit les progrès ou pas des châteaux d'eau à plusieurs ingénieurs qui ont inventé successivement. Donc, Joseph Monnier a inventé le ciment armé. Alors, le problème armé, c'est qu'il y a du fer et que le fer rouille et qu'au bout d'un moment, le ciment étant poreux, on a des dégâts. Bon, c'est ce qui s'est passé. Le plus gros, le plus bel exemple, c'est le rocher du Zoo de Vincennes qui est construit sur cette période-là et qui était aussi en ciment armé. Et on sait que ça n'a pas duré longtemps. Il faut savoir que dans le rocher du Zoo de Vincennes se trouve le château d'eau du Zoo de Vincennes. Voilà. Ensuite, François Coignet,
qui lui disons, inventé le béton armé et la préfabrication, ce qui permettait d'aller plus vite dans la construction des châteaux d'eau, parce que des parties étaient préfabriquées. François Hennebique, qui remplace le ciment armé par du béton armé dans ses constructions, ce qui lui permet d'avoir, c'est justement, on le reverra tout à l'heure, ces châteaux d'eau qui ne sont pas sur des pieds plats, mais uniquement sur des pieds ajourés. Alors, Eugène Fraissinet, lui, a inventé le béton précontraint, donc quelque chose de très dense, hein, qui est infiniment plus solide que les autres constructions. Et Auguste Perret, donc, qui est considéré comme le père de l'architecture moderne, et auquel on doit, entre autres, nous le verrons tout à l'heure en photo, le château d'eau de Saclay. Voilà donc un Hennebique, celui de Goussainville est un château d'eau de type Hennebique. Voilà, des pieds très très ajourés et le fût tout en haut. On n'a pas dit que c'était beau, mais voilà. Malgré tout, cette possibilité qu'offrent les nouveaux matériaux donne aussi des idées à certains entrepreneurs, qu'ils soient ou non architectes. On va regarder 2-3. Ce sont des architectes municipaux, là. C'est le cas de Bostert, ici à Saintes, donc qui construit un château d'eau. C'est un château d'eau, on n'a pas dit non plus que c'était le plus beau, mais enfin ça change un petit peu des bouchons de champagne que l'on voit d'habitude. Et celui-là qui est extrêmement intéressant parce qu'il a, lui, sa petite histoire personnelle. C'est la première réalisation de Le Corbusier avant qu'il ne s'appelle Le Corbusier. Hein, ça se trouve à Pendensac. Et nous avons eu beaucoup de difficultés à faire entendre raison à la fondation Le Corbusier, car il ne portait pas le nom de Le Corbusier, c'était son nom d'avant. Il n'était donc pas dans les normes, pas dans le répertoire de ce qu'il avait fait avec son nom d'artiste. Et il a fallu qu'une association d'architectes s'en empare pour qu'enfin la fondation accepte de le rentrer dans les réalisations de celui qui sera un jour Le Corbusier. Et puis donc je vous parlais tout à l'heure de Saclay, hein, du château d'eau de Saclay dans l'Essonne d'Auguste Perret. Il y a plusieurs entreprises qui se sont spécialisées très très rapidement dans la construction des châteaux d'eau. Donc il y en a quelques-uns que vous retrouverez si vous vous arrêtez au pied d'un château d'eau lors de vos vacances. Chassin et Fils, Demey et Frères, Brisset et Sanua et l'Arbanais. Alors l'Arbanais, nous avons la chance dans notre association d'avoir l'héritière l'Arbanais, donc ce qui nous a permis d'obtenir parfois de jolies archives sur la famille l'Arbanais et toutes ses constructions. Alors je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer ce château d'eau construit, je dirais, à l'ancienne. Alors il est terminé, hein, puisqu'on a l'arbre tout là-haut, on a la poulie, je dirais aussi à l'ancienne, et surtout cet échafaudage qui était entièrement en bois. Alors chose heureusement qu'on ne referait plus maintenant, hein, les normes de sécurité ne l'autoriseraient pas, mais c'est quand même un chef-d'œuvre d'échafaudage quand même. Et bon voilà, je voulais vous montrer comment se faisaient les châteaux d'eau bien jusqu'à après la Deuxième Guerre. Voilà, là, donc, une affichette de la fameuse entreprise l'Arbanais. Nous avons pu consulter les archives. Et vous voyez dans la rubrique travaux en béton armé qu'il parle bien des châteaux d'eau. Voilà, il se spécialise dans les châteaux d'eau. Alors, quelques idées de châteaux d'eau un petit peu particuliers, mais on en verra d'autres dans les châteaux d'eau d'aujourd'hui et demain, et qui sont toujours liés à des progrès que l'on a fait dans le béton, dans le ciment, dans tous les nouveaux matériaux. Donc, on a vu l'usine de Marmande, hein, tout en bas. On a Bouilly, Caen et Hérouville. Alors, Hérouville, donc, c'est celui qui a les cercles là. C'est quand même pas tout à fait récent, c'est 1963. Je vous rassure, je suis plus âgée que le château d'eau, donc je peux me permettre de dire qu'il est un peu âgé. C'est quand même quelque chose de très particulier et qui sort des sentiers battus du château d'eau, même sur ces périodes-là.
Alors, on va regarder encore 2-3 images de précurseurs de châteaux d'eau avec une forme extérieure du moins un peu particulière. Bon, voilà, l'architecte de la ville d'Amiens. Donc, on a les plans, on a ce à quoi il ressemblait début de siècle et ce à quoi il ressemble maintenant. Voilà. Pour des particuliers, là, pour le coup, des architectes qui font des châteaux et puis qui font le château d'eau assorti avec des échauguettes qui vont bien dans le néo-gothique. Elle s'est fait très très plaisir dans la représentation néo-gothique. Alors, quelle silhouette? Alors, comme vous le voyez, il n'y a pas que des bouchons de champagne, il y a un petit peu de tout. Donc, on n'a pas de répertoire particulier. Chacun y allait de sa forme qui l'intéressait, qui l'amusait, etc. Et donc, on a fait un petit répertoire avec l'association des grandes lignes des châteaux d'eau. Alors, pour la petite histoire, pour le dernier Noël, j'avais fait faire pour les membres du bureau de l'association Les Châteaux d'eau de France des chocolats avec les formes de nos châteaux d'eau. Ce fut très apprécié, les chocolats en tout cas. Alors voilà quelques-unes des silhouettes des châteaux d'eau qu'on peut rencontrer chez vous. Alors peut-être allez-vous en reconnaître certains. À Blaise. Alors Charles, une grande tige avec son réservoir en haut. Garges-les-Gonesse. Marly-la-Ville, à Roissy en France, qui va bien avec l'aéroport. Et surtout, donc, beaucoup de ces fameux bouchons de champagne dont on parle tant. Hein, voilà. Donc, celui-ci se trouve à Écouen. Alors, ces bouchons de champagne, d'une façon générale, les châteaux d'eau sur pied, hein, c'est-à-dire la cuve avec son pied en dessous, se trouvent assez rarement dans les régions montagneuses où on a plutôt des réservoirs enterrés ou semi-enterrés. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher de l'eau dans les nappes phréatiques parce que généralement il y a des sources qui permettent de remplir la cuve du château d'eau. Mais malgré tout, le mot château d'eau reste le vocabulaire de prédilection quand on parle d'un réservoir d'eau. Parce que j'étais partie voir des vitraux dans une région de moyenne montagne. Le maire m'emmenait sur l'église et puis lorsqu'on arrive, je lui dis j'ai pas vu de château d'eau chez vous. Et il me dit si, on est passé à côté. Bon, raté un château d'eau quand même. Donc on regarde les vitraux, je reviens puis il me dit je vais vous montrer. Donc il m'a emmené devant le château d'eau et en fait le château d'eau c'était un réservoir semi-enterré. Mais dans la tête des gens c'était le château d'eau. Voilà. Alors vos bouchons de champagne, vous en avez à Louvres, à Goussainville. Et puis surtout, chose intéressante dans l'histoire de l'architecture, c'est un document que vous devez avoir dans le flyer d'annonce de la conférence. Après la Seconde Guerre mondiale, donc la France était couverte de bouchons de champagne, de châteaux d'eau, bouchons de champagne du moins. Les élèves de l'école d'architecture, vous savez, les projets des écoles d'architecture sont toujours des projets complètement insolites, histoire de voir c'est comment transformer une cathédrale en usine marémotrice, enfin des choses toujours très bizarres. Et là, le thème de cette année-là, c'était la consigne esthétique, c'était, je cite, de lutter contre la silhouette en champignon qui dépare maint paysage et maint site urbain. Assez rapidement, les architectes vont essayer de dissimuler le château d'eau. C'est un mal nécessaire, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit regarder des choses moches, donc ils vont essayer de le dissimuler. Voilà celui d'Aubonne qui doit toujours être non pas en fonction, mais du moins exister, toujours être debout. Donc transformer son château d'eau en tour médiévale, c'est vraiment le top du top pour dissimuler son château d'eau. Ensuite, à Blois, quand on arrive à Blois, on ne voit que le château. Donc, les châteaux d'eau vont devoir se faire oublier et on les transforme en 2 petites tours médiévales. Et c'est vrai qu'il nous arrive parfois, lorsque l'on photographie une tour, de nous demander
où que ce soit, si c'est vraiment une tour médiévale qui reste le seul vestige d'un quelque chose disparu, ou si c'est vraiment une volonté d'avoir dissimulé le château d'eau dans une construction en néo quelque chose. Ce dont nous parlions tout à l'heure avec une des personnes des archives, à Saint-Just-la-Pendue, il fallait un château d'eau. Alors on a construit un clocher à l'église, un clocher qui en fait est le château d'eau. Je ne résiste pas non plus au plaisir de vous montrer les châteaux d'eau qui sont construits sur le territoire français, dans les zones qui ont été occupées, voilà, l'Alsace-Moselle. Et vous avez donc de ces constructions absolument colossales à Sélestat, à Metz ou à Colmar. Et bon, vous avez, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, à Metz, vous avez un personnage au pied du château d'eau de Metz. Et vous voyez que lorsqu'on dit colossal, là, ça mérite vraiment l'adjectif. Alors celui-là est une histoire vraiment particulière. La tour est authentique. Et dans la tour, on a installé le château d'eau, on a installé le réservoir d'eau. Si bien qu'en 1880, l'ensemble a reçu une protection monument historique. On ne sait pas trop si c'est la tour médiévale qui a reçu le label ou si c'est le concept du château d'eau dissimulé dans la tour. Quoi qu'il en soit, c'est le premier château d'eau qui est reçu un label de protection monument historique en 1880, ce qui est quand même extrêmement précoce. Donc chez vous, dans les protections, il y a le ravissant château d'eau de Butry-sur-Oise, donc qui a reçu le label Patrimoine remarquable du XXe siècle. Mais les châteaux d'eau, comme je disais, sont le fruit de l'histoire sociale, sociétale et autres de la vie. Beaucoup de châteaux ont été des victimes, alors victimes de plein de choses. Lors de la Grande Guerre et lorsqu'il y avait des bombardements de villes, ils n'y ont pas échappé. Donc là, vous avez le château d'eau d'Arras, donc qui était dissimulé derrière une jolie façade classique. Je ne l'ai pas mis là parce que je n'avais pas les droits sur l'image, mais lorsque le nord de la France a été envahi, il ne fallait plus que les mines fonctionnent. Donc ce qu'ont fait les envahisseurs, ils ont démoli les châteaux d'eau qui étaient sur les carreaux de mines, si bien que ça les empêchait de travailler, en plus d'inonder bien sûr les galeries. Juste ce qui n'a rien à voir avec l'histoire, vous noterez sur la carte postale que c'était une carte postale optimiste, puisqu'elle a été faite en début de guerre, c'est la guerre de 14-15. C'était encore la période où on allait chercher les moustaches de Guillaume, mais tout allait s'arranger. Alors dans votre département, la Seconde Guerre a abîmé aussi bien sûr de nombreux châteaux d'eau, donc je n'en ai relevé que le nom de quelques-uns. La Husse, Osny, Génicourt, Septeuil-Gonesse, Saint-Cyr-en-Arty et Incourt, qui ont tous eu à souffrir de la guerre. Alors victimes, ils le sont aussi des mauvais matériaux. C'est à nouveau le château d'eau de Neufchâteau, je lui en veux celui-là. Il a été construit peu de temps avant la Première Guerre, avant la Deuxième Guerre. Bon, il a souffert de quelques mauvais traitements pendant la Deuxième Guerre, mais bon, voilà, il y avait nécessité de le réparer à l'issue de la guerre. Mais on était juste après la libération, donc il fallait des autorisations pour aller chercher des matériaux à droite à gauche. Donc dans les archives qui ont lien avec ce château d'eau, on trouve des échanges de correspondance entre l'entreprise chargée de la réhabilitation du château d'eau. Un des courriers concernait des briques dont ils avaient besoin pour réétanchéifier la cuve. Première réponse, c'était je ne peux pas vous livrer les briques, mon usine a été détruite par les bombardements. Bien. Et la deuxième réponse de la seconde usine a été moi, mon usine est toujours debout, mais je n'ai plus d'ouvriers pour la faire tourner. Donc voilà, il a fini par être restauré avec probablement de très très mauvais matériaux.
En 54, il commençait à perdre des petits morceaux un petit peu partout. Alors dans les jardins derrière, bon voilà, on faisait semblant de ne rien voir. Mais le jour où un morceau est tombé sur la boucherie d'à côté, il a quand même fallu faire quelque chose. Mais décidément, il était fondamentalement très mal conçu. Et je crois que c'est en 61 qu'il a été complètement mis hors circuit et qu'on en a construit un autre ailleurs. Alors les châteaux d'eau sont victimes de leur vétusté aussi. Ils sont comme le reste, hein, ils finissent par être en mauvais état, vétustes ou obsolescents. Hein, voilà. Voici le château d'eau de Roissy en France qui lui a été détruit en 79. Alors comme vous le voyez, là aussi on appelle château d'eau, mais ça a plus une forme de réservoir. On n'a pas un réservoir sur pied. Hein. Et lorsque nous avons joint la mairie de Frémécourt, celui de Frémécourt a été détruit, lui, en 2019, donc une destruction relativement récente. Alors ça correspond tout à l'heure à une question que l'on m'a posée. Détruire un château d'eau, ça revient très très cher. Hein, parce qu'il y a des matériaux à retrier, parce que voilà, c'est une opération assez onéreuse. Donc, des entreprises se sont mises en action pour réétanchéifier des espaces qui conservent de l'eau. Alors, je vous ai pris un réservoir de Montmartre parce que il n'y a pas de bonne photo de réservoir rond sur pied. Voilà le réservoir de Montmartre qui a entièrement été tapissé d'un matériau. Je vous ai amené un échantillon. Et lorsque le réservoir est plein d'eau, c'est absolument féerique. Voilà, on se croirait dans les îles. Voilà, c'est très très beau. Et ça redonne, donc l'entreprise assure que cela redonne une 50aine d'années de vie au château d'eau. Ça colmate les brèches. Puis voilà, alors on n'y va pas très souvent, mais c'est dommage parce que c'est vraiment très très beau. Voilà donc les châteaux d'eau tels qu'on les connaissait hier. Donc on va jeter un œil sur les châteaux d'eau d'aujourd'hui et demain. Alors, nous avons créé cette association, elle n'est pas très vieille, elle doit dater de 2005-2006. Voilà, les présidents successifs ont donné des orientations différentes. Alors, pourquoi parce que les châteaux d'eau, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu de permis de construire, donc il n'y a pas d'archives, très peu d'archives. Chacun faisait son petit château d'eau comme il l'entendait. Donc, il nous a paru important d'essayer de collecter un maximum d'informations. On aurait pu avoir une certaine paix puisque Auguste Perret avait souhaité qu'il y ait des édifications de châteaux d'eau, tous les mêmes sur tout le territoire, et puis bon, ça n'a pas fonctionné. Je dirais Dieu merci, ça nous permet d'avoir quand même un petit peu de variété. Donc, les châteaux d'eau existants, on peut savoir, mais les châteaux d'eau passés ou les châteaux d'eau détruits, on ne les connaît pas, donc il faut essayer, nous souhaitons pouvoir faire une collecte de toutes les informations sur les châteaux d'eau. Alors, il n'y a pas beaucoup de dépôts d'archives. Les seuls dépôts d'archives que l'on connaisse qui soient conséquents, c'est ceux des chemins de fer. Les chemins de fer avaient des architectes et des ingénieurs dédiés qui produisaient tous les plans des châteaux d'eau existants ou n'existant plus, et un fond absolument fantastique. J'ai toujours été étonnée. Je ne sais pas si vous connaissez les éditions Floïc, qui n'existent plus, mais qui avaient fait de très beaux répertoires, soit départementaux, soit thématiques. Et les éditions Floïc ont écrit un double volume sur le patrimoine de la SNCF. Alors là-dedans, vous avez tout, vous avez les gares, vous avez les bancs des gares, vous avez les barrières, les chemins, enfin tout ce que vous voulez, et pas un château d'eau dedans. Et c'est vraiment étonnant parce que Floïc, moi je l'utilise sur d'autres thèmes, ils sont vraiment très très pointus, ils ont vraiment fait de belles recherches, et là j'ai un autre grand désespoir, pas de château d'eau. Donc cette association que nous avons créée, elle est reconnue d'intérêt général depuis 2022, donc ce qui nous permet de monter une petite marche lorsque nous parlons, voilà, avec un certain nombre de buts que l'on va passer rapidement
en vue. L'histoire principale, c'est de créer une base de données recensant les châteaux d'eau du patrimoine français. C'était vraiment le travail de démarrage. Dès qu'on pouvait, essayer de faire des photos, puis les mettre sur un site, et c'est comme ça qu'une association peut prendre vie. Alors, on a actuellement à peu près 13 000 châteaux d'eau, énormément de visites, de curieux de toutes parts. Les contributeurs, ceux qui nous envoient les photos, puisque nous ne sommes pas les seuls à faire des photos, les adhérents font des photos, bien évidemment, mais aussi nous avons des gens que nous ne connaissons pas, qui ne sont absolument pas adhérents, qui nous envoient leurs photos. Une dame que j'avais croisée qui est secrétaire dans une administration, qui voyage beaucoup en France et régulièrement, elle m'envoie des photos. Voilà, on a des contributeurs pas anonymes parce que nous ne pourrions pas mettre leurs photos sans les citer. Et nous sommes une petite association, si je puis dire, nous avons une 40aine de membres, hein, donc c'est peu. Mais bon, nous sommes actifs et nous avons des bons réseaux pour les photos. Donc sur notre site, si vous avez l'occasion d'aller voir, nous avons une carte interactive qui permet de retrouver les châteaux d'eau par région, par département, avec des photos. Alors les photos, ce ne sont pas des photos publiables, hein, ce sont des photos vraiment documentaires qui permettent de savoir que dans tel village il y a un château d'eau. Toutes les photos sont géolocalisées, c'est-à-dire si vous êtes tombé amoureux d'un château d'eau, vous avez sa géolocalisation et avec votre GPS, vous pouvez y retourner facilement. Ensuite, nous souhaitons collecter photos, documents, plans de château d'eau et toutes les informations nécessaires à l'enrichissement de la base de données. Donc voilà, on contacte des personnes qui ont des archives, qui ne sont pas nécessairement obligées de nous les donner, mais qui nous permettent de les scanner ou de les photographier. Alors, petite anecdote, nous avions sollicité l'armée, parce l'armée a aussi un certain nombre de plans et d'archives sur les châteaux d'eau, sur ces châteaux d'eau. Et l'armée nous avait opposé une fin de non-recevoir qui, dans leur logique, s'explique tout à fait en nous disant que nous étions des civils bien inconscients de nous préoccuper des châteaux d'eau qui étaient des points sensibles en cas de problème. Voilà, donc c'est moi qui avais fait la réponse, j'avais dit qu'ils avaient parfaitement raison, que c'était vraiment une grande inconscience. Bon, ben voilà. Donc je vous remets à nouveau ces photos de la SNCF parce que c'est vraiment absolument fabuleux. Ils ont un fond qu'on est en train d'étudier qui est absolument magnifique. Ensuite, encourager la conservation, la protection et la valorisation du patrimoine. Alors, il faut savoir que nous ne sommes pas des ayatollahs du maintien du château d'eau, quoi qu'il arrive. Le château d'eau, il peut très bien être en très mauvais état et puis il ne sera pas possible d'en faire quelque chose. Donc voilà, il doit disparaître. La seule chose, c'est qu'on essaie d'en garder une photo, on la met sur le site à la rubrique des photos des châteaux d'eau disparus. Et comme nous le disions, une démolition, ça coûte fort cher. Donc lorsqu'une mairie décide de démolir son château d'eau, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'autre solution. On intervient aussi auprès d'associations et de particuliers pour leur apporter un soutien, un conseil, pour accompagner lorsqu'il y a des démarches à faire pour des permis, des changements de PLU, des choses comme ça. Et depuis quelque temps, on a un léger frémissement d'intérêt de la part des DRAC, peut-être sans doute sous l'effet des châteaux d'eau d'architectes qui sont conçus depuis quelque temps et qui sont vraiment parfois de belles œuvres d'art. On avait rêvé autour d'une loi qui a été détricotée au Sénat. On était tout à fait... donc c'était pour encourager la conservation, la protection et la valorisation du patrimoine. Le château d'eau, on ne savait pas trop où le mettre et on avait réussi à le faire entrer dans la catégorie des patrimoines industriels. Et puis bon, on est dans une loi française, un pas en avant, un demi-pas en arrière, et on se retrouve avec pas beaucoup de satisfaction concernant la protection d'une façon générale de nos châteaux d'eau. Pourtant, comme je le cite là, la Fondation du patrimoine avec Stéphane Bern s'était mobilisée, mais ça n'a pas fait tache d'huile. Voilà. Alors, encourager la conservation, la protection et la valorisation du patrimoine.
Alors, la conservation, quand on fait connaître un château d'eau, c'est déjà plus difficile d'aller l'abîmer ou le détruire. Il y a peu de protection, comme on l'a dit tout à l'heure, et on peut donner des conseils aussi pour une seconde vie des châteaux d'eau, on va aborder un petit peu après. Par ailleurs, nous essayons d'encourager le dialogue, l'échange d'informations, d'expériences, la collaboration entre les acteurs et les organisations œuvrant autour du patrimoine. Donc nous avons une gazette mensuelle à peu près sur laquelle on donne des informations. C'est voilà, tout ce qui se dit, se fait, s'expose autour des châteaux d'eau. On a un bulletin avec des articles un petit peu plus de fond tous les 3 mois. Et nous sommes en lien avec les associations similaires d'autres pays européens, donc comme l'Allemagne, l'Angleterre, etc., qui ont, comme nous, des un petit peu fous dans la tête qui aiment leur château d'eau. Notre récollement ne s'arrête pas à la France. Nous avons des amis, notamment en Afrique, et là, vous avez un exemple d'un château d'eau de Lomé, au Togo. Voilà. Et nous avons mis aussi en place un certain nombre de partenariats, dont l'IGN. Alors, voilà, l'IGN avait a des plans qui ne sont pas forcément complets. Le petit rond sur le plan, c'est pas forcément un château d'eau. Et nous avons besoin aussi qu'on nous signale des châteaux d'eau qui auraient pu nous échapper. Donc, nous travaillons en bonne entente avec eux. Donc là, on a mis les logos de certaines des associations européennes qui travaillent sur les châteaux d'eau. Et notre plus récent partenariat, c'est avec l'Association des maires ruraux de France. Et nous avions créé pour eux une espèce de vade-mecum pour les maires qui se retrouvent avec un château d'eau dans leur village et qui se demandent bien, bon sang, ce qu'ils pourraient bien en faire. Voilà. Donc, voilà notre... Et voilà, donc susciter, favoriser dans les autres buts, mettre en place des animations, rencontres, discussions, publications et toute action de nature à créer un intérêt pour faire connaître ce patrimoine et le protéger. Bon, ce sont des actions comme aujourd'hui par des conférences. Sur la Seine-Saint-Denis, nous avons créé un panorama des châteaux de la Seine-Saint-Denis, parce que quand on pense à la Seine-Saint-Denis, on n'a pas l'impression qu'elle est un passé, et si, elle a un passé. Et avec ce panorama des châteaux d'eau de la Seine-Saint-Denis, on a remontré que le terroir était différent, qu'il y avait des carrières avec des châteaux d'eau, il y avait des jardins avec des châteaux d'eau, de petites usines, etc. Donc une vision extrêmement différente de la vision qu'on a de ce département aujourd'hui. Alors, seconde vie, oui, je ressors ce château d'eau-là qui est notre best-seller dans nos visuels. Vous savez, en ce moment, tout est seconde main, tout est réemploi et le château d'eau aussi est dans la mode. Lorsque le château d'eau n'est plus utilisable, ce serait dommage de le laisser se détruire tout seul, donc un certain nombre d'actions se sont menées pour les transformer en autre chose. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer l'exemple à Saint-Méloire où on a un château d'eau sur le côté là qui ne va plus servir à grand chose et lui comme d'autres il va falloir le retrouver, si on ne le démolit pas, une nouvelle fonction. Alors à la Courneuve ou alors à Vendôme-les-Nancy, les châteaux d'eau ont été transformés en habitations. A priori, c'est des appartements amusants. Alors, bon, c'est toujours très drôle lorsque c'est arrondi, pas forcément très facile à meubler, mais c'est une belle destination pour des grands châteaux d'eau qui n'ont plus leur usage. Ceci, c'est le double château d'eau de la Courneuve qui est occupé depuis très longtemps par un couple de personnes qui ont été longtemps secrétaires et trésoriers de notre association, qui y vivent, c'est leur maison. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de place. C'est pas forcément très facile à cause de l'arrondi. Hein. Voilà, il ne faut pas avoir des buffets trop longs. Mais et puis pour l'anecdote, avant qu'il ne soit désaffecté et acheté par ses amis, il y avait un gardien du château d'eau qui avait d'autres missions en lien avec la distribution de l'eau. Et il était surnommé, à une époque où on donnait beaucoup de surnoms, il était surnommé d'or en rond.
Voilà, donc quelques projets en cours sur un château d'eau à Baslanec. À Palavas-les-Flots, on en a parlé tout à l'heure dans la petite animation du démarrage. Donc vous avez un espace du bureau et un restaurant panoramique qui tourne. Au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis, c'est un espace culturel à laquelle, vu qu'il recevait du public, il a fallu agréger cet escalier sur le côté. Et puis, plus discret, vous l'avez vu aussi évoqué à la fin de la petite animation, certains châteaux d'eau servent de refuge pour des espèces protégées, ce qui permet de justement prolonger la vie des châteaux d'eau, puisque lorsqu'il y a des espèces protégées, c'est plus difficile à démolir. Alors, certains châteaux d'eau dont on ne savait pas quoi faire servent un petit peu de borne d'affiches ou de publicité pour certaines entreprises ou certaines villes. Donc, par exemple, là, dans Ville, c'est une publicité pour un centre équestre, pour les promenades en Normandie ou pour le vignoble en Roussillon. Elle a toujours un certain succès, celle-là. Ça sert aussi à être illuminé la nuit. Alors vous avez plus sérieusement Célesta sur la droite, c'est très très joli, un bel éclairage vu de l'intérieur. Et le Pâté et Naf, bien évidemment, qui fait sa publicité. Beaucoup, même au 19e, les usines écrivaient très souvent le nom de l'usine sur le haut. Ça se voit. Vous avez des tas de comment dirais-je, de villes qui mettent leur nom comme ça. Et alors cette année, le Pâté et Naf, là, c'est hors fête, mais cette année, le Pâté et Naf avait mis des guirlandes autour du fût, donc c'était un Pâté et Naf festif. Il a toujours beaucoup de succès. Vous avez un lot d'artistes maintenant qui se spécialisent pour les peintures sur les châteaux d'eau. Alors quelques noms qui vont peut-être vous évoquer. Boris Verret, Paul Adeline, Franck Morance, Anne Larose, Thibaut Coron, Jean-Claude Louette et Frédéric Gracia. Et d'autres. Et Frédéric Gracia se spécialise sur les gouttes d'eau qu'il peint sur les châteaux d'eau, tout à fait dans le thème, bien évidemment. Alors, dans le Val d'Oise, vous avez Osny, vous avez votre château d'eau d'Osny, hein, il en a peut-être d'autres, hein, je ne dis pas. Et la grande mode est aussi en ce moment de créer des murs d'escalade sur les châteaux d'eau. C'est probablement ce qui revient le moins cher dans les réhabilitations. Alors aussi deux espaces culturels importants à Bourges pour les arts plastiques et à Bordeaux pour les événements liés à la photo. Alors après le restaurant de Palavas-les-Flots, la crêperie de Ploudalmézeau avec une vue splendide. Quelque chose de plus insolite, le château d'eau de Metz qui a été transformé en temple maçonnique. Et on voit émerger de nouvelles architectures. C'est-à-dire les progrès techniques maintenant sont tels qu'il n'y a plus grand-chose d'interdit dans les créations. Et bon voilà, je vais vous en montrer quelques-unes. Bon voilà, les galets à Rennes, Passé en Ille-et-Vilaine. C'est impressionnant, éclairé de nuit. Bury dans les Charentes. Donc alors, qu'on peut interpréter comme plein de choses, un masque, quelque chose avec des branchies. Valence. Alors, Valence, on aime ou on n'aime pas. C'est très, très particulier, hein, celui de Valence. Alors, Ploubazlanec, le deuxième château d'eau de Ploubazlanec, le premier ayant été vendu à un particulier, celui-là, normalement, à l'origine, était prévu pour être éclairé de nuit. Mais pour des raisons d'économie, je crois qu'il ne l'est plus qu'à des périodes très particulières. Et Sainte-Sève dans le Finistère, des petits côtés ethniques. Voilà. Voilà, nous arrivons à la fin de cette aventure. Bon, j'espère que vous avez découvert quelque chose, que vous n'êtes pas trop ennuyés. Comment dirais-je, les châteaux d'eau méritent vraiment d'être connus et j'espère que nous pourrons compter sur vous pour nous envoyer quelques photos de temps à autre de vos châteaux d'eau, en essayant, sinon de me les géolocaliser, du moins de me mettre un nom de rue, enfin quelque chose pour qu'on ne cherche pas trop longtemps.
En fait, le château d'eau, c'est vraiment un marqueur de notre temps, du temps passé. Il le sera peut-être moins dans les temps à venir, mais il a vraiment accompagné tous les progrès de l'homme. Et nous avions constaté qu'il y a beaucoup de villes ou de villages où on a une rue du château d'eau. À l'époque, on avait beaucoup d'originalité, la rue de la mairie, la rue de l'église, la rue du château d'eau, pourquoi pas, hein. Une petite anecdote pour faire bien attention lorsqu'on veut démolir son château d'eau. À Naufle-le-Château, célèbre aussi pour d'autres choses, il y avait un gros château d'eau qui faisait partie de la ville depuis qu'il avait été construit, probablement à l'entre-deux-guerres, et inutilisé, le maire souhaitait le démolir. Pourquoi pas? Donc une association s'est montée, ils nous ont prévenu trop tardivement, il n'était plus possible de faire grand-chose. Ils sont allés voir le maire et le maire a visuellement été étonné que l'on puisse se mobiliser pour le château d'eau. Il a été embêté, bien évidemment, ennuyé de ces gens qui venaient le voir pour lui dire qu'il ne fallait pas démolir son château d'eau. Mais ce qui, lui, semble-t-il, l'avait étonné, c'est qu'on puisse s'intéresser à quelque chose d'aussi moche et puis qui ne servait plus. Et le château d'eau a été démoli et un ami artiste qui habite là-bas et qui doit se faire sa thérapie en fabriquant des petits châteaux d'eau en forme de vase, enfin, etc., nous a expliqué, et ça c'est une chose très importante, c'est qu'avant de démolir, il faut regarder le trou que ça va laisser. Notamment dans ce qu'on appelle la skyline. Et pour Neuchâteau, ça sera un problème si un jour il est démoli. Vous avez tout le profil de la ville qui est modifié, fortement modifié. Voilà. Bon, bien voilà, donc j'en ai terminé avec mon propos. J'espère que vous aimez les châteaux d'eau, que le virus est entré et que vous allez pouvoir venir nous aider à agrémenter notre site. Je peux essayer de répondre à quelques questions et je vous remercie. Alors, y a-t-il des questions? Alors, je vous demanderai d'attendre le micro à chaque fois pour poser des questions pour que l'on puisse enregistrer la question. Voilà, et si je ne peux pas répondre, vous me laissez vos coordonnées et je ferai les recherches nécessaires si besoin. Merci pour votre présentation. Je n'avais pas vu les châteaux d'eau comme ça avant, mais j'en suis ravie. Je les ai vus. Juste un commentaire dans le fonctionnement, c'est qu'aujourd'hui, pour alimenter les immeubles de très grand étage, il y a des systèmes de pompes de surpression, parce que si vous voulez avoir de l'eau courante au 20e étage, ce n'est pas le château d'eau qui satisfait ça. Vous n'en avez pas dit deux mots là-dessus? Oui. Non, c'est exact. Je vous ai donné la vision du château d'eau, et ce qui se passe après, j'avoue que nous en préoccupons assez peu. Honte à nous. Juste un autre commentaire, mais ne le prenez pas comme une agression. Quand vous avez parlé que l'armée était contre ce que vous faisiez, la localisation des châteaux d'eau, c'est pareil, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé, ça m'a fait réagir. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, quand vous voyez la manière dont se passe la guerre en Ukraine, par exemple, un château d'eau qui fonctionne, je ne parle pas de ceux qui ne fonctionnent pas, c'est un côté stratégique parce que vous, avec un drone, vous l'avez détruit rapidement et vous imaginez le nombre de personnes qui n'auraient plus d'eau courante dans un cas comme ça. Donc on peut comprendre un petit peu la réaction de l'armée, quoi. Oui. Nous, je vous l'ai présenté sur un ton humoristique, mais nous ne sommes absolument pas remontés contre leur observation, qui était tout à fait juste. Et nous avons aussi découvert ce point de vue que bêtement, innocemment, on n'avait pas du tout imaginé. Oui, il n'y a plus que l'armée d'ailleurs. Les réservoirs de Montsouris à Paris ne sont pas visitables. C'est un site qui est protégé de très près. Il n'y en a plus aucun qui sont en fonction alors, pour l'eau, les châteaux d'eau? Si, ils s'en construisent toujours. Le château d'eau reste toujours d'actualité. Si vous voulez, les premiers châteaux d'eau devaient faire 200 mètres cubes, le petit château d'eau, voilà. On en est maintenant à 6000 ou 7000 mètres cubes. Si, le château d'eau est toujours quelque chose. Il fonctionne, il s'en crée régulièrement. Il doit s'en créer, on avait demandé à une entreprise, il doit s'en créer entre 5 et 10 tous les ans. D'accord. Mais ce n'est pas le seul moyen d'avoir l'eau alors? Probablement que non. Avant, c'était le seul moyen. Avant, c'était avec le puits et la source. Voilà, oui. Ça a oui, changé, oui. Quoi, oui. Oui.
comment se calculaient les volumes des châteaux d'eau? C'est-à-dire que en fonction de, est-ce que c'est en fonction de la taille, du nombre d'habitants, de la taille du village? Est-ce que c'était voilà, parce que quand c'était des particuliers. Voilà. Avant, je dirais que c'était un petit peu de façon empirique. Maintenant, très précisément, on connaît la consommation d'un ménage et le territoire que va couvrir le château d'eau. Maintenant, c'est quand même très très précis. Alors, je ne vous ai pas cité une anecdote là-dessus. Lorsque l'on a commencé à mettre de l'eau de façon un petit peu plus abondante dans les villes et les villages, les habitations n'étaient pas vraiment prévues. Et tout s'est fait un petit peu à la petite semaine, c'est-à-dire la grosse canalisation passait dans la rue qui était démolie. Donc les gens qui habitaient là disaient « Oh ben, on peut peut-être mettre un tuyau pour que ça aille chez moi ». Donc petit mot à la mairie qui naturellement disait oui. Puis un jour on s'est dit mais qui paye cette eau-là? Et les compteurs, c'est une notion très récente. Parce qu'avant on disait allez, une famille, 3, 4, 5 enfants, allez, tant par an. C'était un petit peu, voilà. Et puis au bout d'un moment on s'est dit non, il va falloir installer des compteurs. Le compteur n'a pas été d'emblée une création. Ça n'est venu qu'après. Bonjour. Et est-ce que vous avez une estimation de la proportion de châteaux d'eau en construction par rapport à tous ceux qui ont été construits? Non, comme je vous disais, le ratio, je serais bien incapable de vous le dire. Il y en a beaucoup aussi qui ont disparu. Il faudrait retirer les châteaux d'eau purement chemin de fer, ceux pour l'industrie et ceux pour les particuliers, quelque chose qu'on n'est pas en mesure de faire. Comme je vous disais, ils sont construits, oui, il doit s'en construire entre 5 et 10 par an. Mais vraiment, je ne peux pas, moi, affiner. Je ne pense pas d'ailleurs que quelqu'un puisse le faire. Ceux qui se construisent actuellement, ils ont quelle fonction? Parce qu'en fait, la plupart du temps, effectivement, comme disait un interlocuteur, c'était... maintenant, on a des moyens pour faire venir l'eau qui sont beaucoup plus simples. Quelle est la fonction maintenant des châteaux d'eau qui se construisent? C'est toujours la distribution d'eau dans les foyers, mais ça reste théoriquement, ça doit permettre de fournir, de conserver de l'eau pour approvisionner les gens pendant 24 heures. Est-ce qu'il y a des châteaux d'eau à l'étranger aussi, et de la même façon, et suivant les pays, ça varie aussi? Il y a des pays où il n'y a pas du tout de château d'eau, par exemple, quoi. Non, il y a des châteaux d'eau partout. Voilà. Même à l'équateur ou même au Groenland, je ne sais pas. En Groenland, je ne sais pas. Je dirais que dans l'Europe traditionnelle, aux États-Unis, il y a des châteaux d'eau, il y en a partout, il y en a même en Russie, c'est clair. L'Afrique est en train de se nantir de châteaux d'eau. Ça reste quand même le système le plus simple, bon, qui s'améliore, qui s'affine, hein, mais oui, le château d'eau reste la formule la plus simple pour avoir de l'eau en réserve. Bon, je vais parler d'accident de château d'eau. À Saint-Prix, donc dans le Val d'Oise, dans les années 60, c'était un réservoir qui s'est effondré et qui a dévasté la ville en dessous, là. Donc ça a été quand même assez impressionnant. Ils ont reconstruit un réservoir à la place, hein, depuis. D'où son importance du château d'eau. Oui. Combien de mètres cubes celui-là, je ne savais pas. Ah là, je ne sais pas, là, je m'en souviens plus. Oui. Moi, j'étais tout petit quand c'est arrivé. Vous n'êtes pas parti avec le flot. Ah non, j'habitais pas Saint-Prix. D'accord. Merci pour l'information. Le réservoir, c'est un réservoir qui est semi-enterré à la sortie de la forêt de Montmorency quand on va vers la ville. Et pour ma part, je crois retenir que c'est la SIAR qui le gère et ça, il doit faire quelques milliers de mètres cubes. Il n'est pas si grand que ça. Ben, ça va un réservoir classique, comme je disais au début, avec 200 mètres cubes, ça allait jusqu'à peu près 1000 mètres cubes, mais maintenant on est à plusieurs milliers de mètres cubes. Oui, ça c'est clair. Oui. C'est clair. C'était annoncé il y a 5 à 10 ans, il y avait une grande affiche qui disait que le département, etc., avait participé à la rénovation ou à la rénovation depuis la construction. C'est-à-dire que la construction, comme dit monsieur, c'est fait, et là, c'était une rénovation. Oui.
Mais c'est vrai que maintenant, on n'a plus forcément besoin, quoi que ce soit toujours utilisé, de la gravitation. On a des possibilités qui font qu'on n'est pas obligé forcément. Mais ça reste beaucoup une réserve d'avance en cas de problème. C'est assez compliqué. Je me souviens qu'à Thouars, dans les Deux-Sèvres, je crois, il y avait une cuve enterrée en fonte. Et ils ont souvent eu des accidents et elle a été supprimée, je pense, au début du XXe siècle. Oui. Alors, on l'a pas ou peu évoqué, les cuves au tout début des châteaux d'eau étaient en métal. Oui, je vous en parle justement. Voilà, étaient bien en métal. On en a encore quelques-unes de conservées, pas forcément fonctionnelles, dans le nord de la France. Ils sont conservés. Oui, et puis, on appelait ça des tonnes. Oui, voilà. Et après, on est passé au ciment, d'où le problème des fuites, des infiltrations et toutes ces nécessités, ainsi que le matériau là, qu'en échantillon. La conservation, la qualité de l'eau qui se dégrade. Alors, comme l'eau, elle ne reste pas, hein, je veux dire, elle ne fait que circuler, hein, elle n'est jamais stagnante hein, dans le château d'eau. Elle remplit, elle repart tout de suite. Hein. Comme je disais à monsieur, c'est une réserve de 24 heures. Donc, c'est jamais de l'eau qui croupit. Elle est vivante à l'intérieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Moi, j'aurais voulu savoir qui entretient, qui gère les châteaux d'eau à l'heure actuelle. Alors, c'est le propriétaire, le distributeur d'eau. C'est des entreprises comme la SAD, Enedis, etc., qui s'occupent de la circulation et de l'entretien de l'eau. Voilà. Les collectivités comme les villes ou les villages sont généralement propriétaires de leur château d'eau, généralement, hein, car il y a des résistants comme partout. Ils sont propriétaires de leur château d'eau quand ils ne sont plus en usage. Mais très souvent, c'est le distributeur d'eau qui est propriétaire et qui théoriquement entretient le château d'eau. Mais il y a comme partout des choses pas très simples. Il y a le propriétaire du réservoir, le propriétaire du tuyau, celui qui gère la distribution. Et comme me disait un de mes amis qui travaillait dans une société de distribution d'eau, le jour où il y aura un gros problème, on va avoir du mal à trouver qui est responsable, tellement il y a de responsables sur l'affaire. Bonjour, je suis responsable du service eau et assainissement du département. Du coup, je peux peut-être compléter un tout petit peu par rapport aux gestionnaires aujourd'hui des châteaux d'eau qui sont pour l'alimentation en eau potable. La plupart du temps, les gestionnaires sont des collectivités territoriales, donc soit la commune, comme l'a dit madame, soit des syndicats intercommunaux qui sont des regroupements de communes. En fait, les communes leur ont délégué cette mission-là. Et ces collectivités territoriales peuvent s'appuyer sur des délégataires ou des intervenants privés. Donc c'est là qu'on a les grosses boîtes qu'on connaît, Veolia, Suez ou autres délégataires privés. Donc ces gestionnaires peuvent être très variés. Et là, je parle que de l'alimentation en eau potable des agglomérations. Je ne parle pas des châteaux d'eau qui concernent des activités industrielles ou des particuliers qui peuvent avoir peut-être leurs propres installations. J'ai découvert des choses que je n'imaginais pas, effectivement. Et peut-être aussi pour préciser la fonction technique du château d'eau, puisque j'ai l'impression que ça interroge encore certaines personnes. Le fait de construire un ouvrage en hauteur permet effectivement de gérer la notion de pression dans votre habitation. Vous avez pu remarquer que parfois il y a de la pression au robinet, parfois il y en a moins. La pression est fortement liée à la demande. Et la demande, elle varie au cours d'une journée. Il y a des heures où il y a beaucoup de demandes, où tout le monde tire de l'eau en même temps. Et puis il y a des heures où c'est des heures creuses. Le château d'eau, il permet d'avoir un volume qui permet de réguler dans le temps cette pression par rapport à la demande. Voilà, c'est pas il n'y a pas que le château d'eau qui assure cette fonction. Les réservoirs enterrés peuvent l'assurer aussi. Puisqu'un réservoir enterré, s'il est placé en hauteur par rapport à la zone de distribution, il va assurer exactement la même fonction. Donc c'est essentiellement pour des questions de continuité de l'alimentation et de la pression qu'on construit ces ouvrages. Merci. Alors, Madame Mertelier, un grand merci pour cette conférence. On peut l'applaudir de nouveau si vous le souhaitez. Et merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Au revoir.